On a le plaisir maintenant d'accueillir Jessica Cachemar, qui est avec Hassan Sey. Jessica est néphrologue à Québec, c'est ça? Et elle vient pour 2 ans faire de la recherche. Donc, elle travaille avec Guillaume Dorval et Hassan Sey dans le laboratoire de génétique moléculaire ici à Imagine. Et elle va nous parler des variations introniques et des traitements par oligonucléotides. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Je pense que ça va. Oui, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des variants introniques profonds. Comment est-ce qu'on peut les diagnostiquer dans le syndrome d'Alport et comment est-ce qu'on peut espérer les traiter un jour? Donc, je passe rapidement. En fait, Dr. Eddy vous a bien présenté ça. Comme vous le savez, le collagène de type 4 est une composante majeure de la membrane basale glomérulaire. Et moi, je vais vous parler un peu plus du syndrome d'Alport lié à l'X, donc la forme qui est en lien avec des variants dans le gène COL4A5 qu'on retrouve donc sur le chromosome X. Les manifestations cliniques, vous les connaissez bien, donc l'atteinte rénale avec la néphropathie héréditaire progressive, la surdité neurosensorielle, les atteintes oculaires. Mais j'aimerais attirer en fait surtout votre attention sur les anomalies à lumminofluorescence qu'on peut retrouver, soit sur la biopsie rénale ou sur les biopsies cutanées, parce que la chaîne alpha-5, elle est exprimée au niveau de la jonction derme-épiderme. Et donc, on peut avoir chez des patients qui ont un syndrome d'Alport lié à l'X une franche anomalie de l'immunofluorescence à la biopsie cutanée, comme vous pouvez voir sur l'image à droite. Donc, vous voyez à gauche qu'on a un marquage clair de la chaîne alpha-5 chez un patient qui n'a pas la maladie. Et à droite, on a un peu de marquage qui est du bruit de fond, mais on a une anomalie du marquage. Et quand on a ces images-là à l'immunofluorescence, ça nous prouve le syndrome d'Alport lié à l'X. Il n'y a pas d'autres pathologies qui nous donnent cela. Donc, encore une fois, je passe rapidement parce que Dr. Servet vous a bien présenté tout cela. Moi, j'aimerais un peu plus me concentrer sur les patients chez qui on n'a pas eu de diagnostic moléculaire positif, mais qui ont un syndrome d'Alport. Donc, c'est des faux négatifs. C'est des patients qui ont des manifestations cliniques claires de syndrome d'Alport et un marquage à l'immunofluorescence qui est anormal, comme je viens de vous montrer. Et on pense donc que ces patients ont un syndrome d'Alport, mais qu'on n'a pas identifié les variants lorsqu'on a fait le panel de gènes qui évalue uniquement les exons des gènes COL4A3, 4 et 5. Et on peut donc se demander, est-ce que ces patients ils ont des variants qui affectent l'épissage, comme les variants introniques profonds ou les variants dans les régions régulatrices? Donc, un bref rappel sur l'épissage en fait normal pour un peu mieux comprendre tout cela. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'ADN à la protéine? Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être la transcription grâce à l'ARN polymérase, où on va obtenir notre précurseur d'ARN messager qui contient les exons et les introns. Et après ça, on va avoir l'épissage avec le splicéosome, qui est un complexe de protéines et d'ARN ribosomiques qui joue un rôle important dans l'épissage pour obtenir notre ARN messager, qui donc contient uniquement les exons et qui ne contient plus les introns. Et cette séquence d'exons va être transformée pour fabriquer de la protéine. Ça, c'est la version un peu simplifiée de ce qui se passe. C'est un peu plus complexe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs séquences régulatrices dans notre ADN. Donc, l'ADN contient 2 informations. Il contient la séquence qui va coder pour la protéine, mais elle contient aussi le mode d'emploi qui va dicter comment on doit utiliser l'ADN, comment est-ce qu'on doit faire l'épissage et éventuellement fabriquer notre protéine. Donc, on a des séquences que vous pouvez voir ici qu'on dit splice enhancer ou silencer, donc des séquences qu'on trouve dans les introns, mais aussi dans les exons, qui vont venir agir sur les sites d'épissage, soit pour amplifier l'effet ou au contraire inactiver. Donc, vous pouvez imaginer que si on a des variants dans ces séquences-là, on va avoir des anomalies dans l'épissage. Où on peut inhiber des sites d'épissage qui d'habitude sont actifs ou au contraire, on peut activer des sites qui d'habitude ne le sont pas et créer des nouveaux sites d'épissage. Et je ne sais pas si vous voyez la flèche. Oui. Donc, vous pouvez imaginer ici que ça, c'est un exon. Donc, on a nos 2 sites d'épissage qui sont censés être actifs. Mais si j'ai un variant dans un silencer qui vient inactiver un site d'épissage qui sera plus reconnu, eh bien, cet exon-là ne sera plus intégré dans notre ARN messager et on aura ce qu'on appelle un saut d'exon. Puis,
Donc, je vous montre ça ici. Donc, ça, c'est l'épissage normal. On peut avoir deux types d'épissage anormaux. Donc, d'une part, on peut avoir le saut d'exon. Vous voyez là que l'exon 2 a été sauté et il n'est plus présent dans notre ARN messager, ce qui va engendrer une protéine anormale. Ou au contraire, on peut avoir un variant qui peut être proche d'une séquence dans l'intron qui va faire en sorte qu'une partie de l'intron qui n'aurait pas dû être présente dans l'ARN messager va être maintenue, ce qu'on appelle un pseudo-exon. Elle sera présente dans l'ARN messager et ça cause encore une fois une protéine qui peut être anormale. Donc, notre hypothèse, c'était que les patients chez qui on n'a pas trouvé de variants, ils ont peut-être des variants introniques qui affectent l'épissage, qui causent un ARN messager anormal et ultimement une protéine anormale ou même une absence de protéine. On a donc pris 19 patients qui avaient un syndrome d'Alport lié à l'X, chez qui on n'a pas identifié de mutation dans les exons du gène COL4A5. Donc, c'est des patients qui avaient une transmission qui semblait être liée à l'X, donc pas de transmission homme à homme et un phénotype plus sévère chez les hommes comparativement aux femmes. Et donc, comme j'ai mentionné, c'est des patients qui avaient des biopsies cutanées suggestives du syndrome d'Alport. Donc, on était convaincus qu'ils avaient un syndrome d'Alport. C'est une des raisons qu'on a choisi la forme liée à l'X et aussi parce que c'est la forme qui est plus sévère. On voulait donc séquencer l'ARN chez ces patients-là pour essayer de détecter un événement d'épissage et ensuite développer un outil bioinformatique pour trier ces différents événements. Donc ici, vous voyez, on avait nos 19 patients avec le syndrome d'apport clinique et on a également inclus 15 patients contrôle dans notre étude. Et on avait les fibroblastes en culture de ces patients-là. Et ces fibroblastes expriment la chaîne alpha-5 du collagène de type 4. Et on a extrait l'ARN des fibroblastes pour faire un séquençage d'ARN. Quand on fait un séquençage, Quand on fait un séquençage d'ARN, on obtient des résultats comme cela. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Donc, comme vous vous souvenez, l'ARN, c'est seulement les exons. Donc, on est seulement censé avoir les exons qui sont évalués et non les introns. Donc, ici, on a la séquence de référence. Vous voyez l'exon 21 et l'exon 22. Et en rouge, c'est la représentation graphique des séquences, en quelque sorte la quantité d'ARN qu'on retrouve dans cette région-là. Et en général, on est censé avoir des pics comme ça juste au niveau des exons. Et si l'épissage se fait normalement, on va passer de l'exon 21 à l'exon 22, comme vous le voyez sur la ligne verte ici. Mais vous remarquerez que chez cette patiente, on a une séquence qui semble être retenue ici entre les exons. Donc, ça semble indiquer un pseudo-exon. Et vous voyez que par moment, l'épissage se fait de l'exon 21 à cette séquence, puis de cette séquence à l'exon 22. Ça, c'est une patiente qui est donc une femme. Donc, vous remarquez que la majorité de ces transcrits, en fait, sont normaux. Ce n'est pas la totalité des transcrits qui sont mutés, mais on a une certaine proportion qui l'est. Et en fait, on pense que plus la mutation elle est sévère, plus elle sera exprimée dans les cellules et plus on aura un haut taux de transcrits mutés. Donc, sur nos 19 patients, on a détecté 37 événements d'épissage dans le gène COL4A5, dont 2 qu'on a exclus car ils étaient communs avec les patients contrôle, pour finalement retenir 35 événements, 27 rétentions de pseudoexons et 8 sauts d'exons. Et grâce à l'équipe de bioinformatique à l'Institut Imagine, on a pu attribuer un événement anormal d'épissage par patient chez 17 patients. Par la suite, on a fait nos analyses génomiques par séquençage sanguin pour essayer de déterminer au niveau de l'ADN quel était le variant intronique qui engendrait cette anomalie de l'épissage. Et en fait, l'utilité d'avoir les résultats du séquençage d'ARN, c'est que les introns, des fois, sont très longs. Il y a un intron de plus de 100 kilobases dans le gène COL4A5. Donc, quand on sait où l'événement d'épissage anormal est, on peut se concentrer sur cette zone et aux alentours de cette zone-là dans nos résultats d'analyse génomique. Et en effet, on a été capable d'identifier un variant intronique causal par chaque patient à l'analyse génomique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que seulement 40 à 60% de ces variants étaient prédits comme étant pathogènes par des scores de prédiction tels que SPLICE-AIA ou SQUIRRELS. Et en fait, ça vous démontre un peu l'utilité d'avoir fait le séquençage d'ARN et de l'approche transcriptomique, parce que si on avait juste fait une analyse génomique, d'une part, on aurait obtenu plusieurs variants, donc ça aurait été difficile de savoir lequel était causal. Et d'autre part, les scores de prédiction, ils auraient classé certains des variants comme étant non pathogènes, alors que finalement, ils l'étaient.
L'autre trouvaille intéressante dans notre étude, c'est qu'il semble y avoir une certaine corrélation entre le génotype et le phénotype. Donc, vous pouvez voir ici chez 10 patients, on avait une corrélation entre le taux de transcrit muté et l'âge de naissance rénale chronique de stade 5. Donc, plus le taux de transcrit muté était élevé, plus l'insuffisance rénale chronique de stade 5 apparaissait à un âge précoce. Par contre, c'est sûr qu'on a seulement 10 patients, donc c'est un peu difficile de tirer des grosses conclusions. Et l'autre chose qu'on ne sait pas exactement, c'est est-ce que c'est vraiment juste le génotype, est-ce que c'est juste le variant qui dit que le taux de transcrit muté ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent cela? Donc, on n'a pas encore l'information sur la variabilité intrafamiliale ou interindividuelle. Donc, ça va être des choses à explorer en deuxième temps. Donc, en conclusion de la première partie, vous pouvez voir que des variants introniques profonds peuvent être retrouvés chez des patients qui ont un phénotype clair de syndrome d'Alport lié à l'X et chez qui nous n'avons pas retrouvé de variants dans les séquences codantes du gène COL4A5. Lorsqu'on fait un séquençage d'ARN, ça nous permet de détecter les événements d'épissage anormaux et de quantifier l'effet de l'épissage et le comparer à des patients contrôle. Et l'outil bioinformatique, lui, nous permet de classifier ces événements d'épissage. Et donc, une fois qu'on a détecté ces variants-là, on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on peut cibler ces variants avec de l'oligothérapie pour restaurer un épissage normal. Et ça, c'est le projet de thèse de Hassan Saïd. Donc, je vais vous présenter les résultats préliminaires. Donc, qu'est-ce que l'oligothérapie? Les oligonucléotides antisens, c'est une séquence de nucléotides que l'on va créer qui va être complémentaire à la portion de l'ARN messager que l'on veut cibler. Et en fait, c'est une avancée majeure dans le traitement des maladies génétiques. Vous en avez peut-être entendu parler, entre autres avec le nusinersen dans l'amyotrophie spinale. C'est un oligonucléotide antisens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on crée ces oligonucléotides, on peut cibler notre variant, mais on peut aussi venir cibler les sites d'épissage qui se sont activés à cause du variant et masquer le site d'épissage, ce qui devrait faire en sorte qu'on aurait un épissage à nouveau normal sans l'inclusion du pseudo-exon. Donc, pour évaluer l'efficacité des oligonucléotides dans la restauration de l'épissage de l'ARN, on a pris des variants validés. On a créé des oligonucléotides pour chacun des patients qu'on a transfectés par la suite dans les fibroblastes et on a évalué l'effet sur l'ARN messager. Je vous illustre cela avec un exemple. On a effectué ça sur 6 patients pour le moment et on est encore en train de travailler sur de nouveaux patients actuellement. Donc ici, on a un patient qui, à l'âge de 13 ans, a présenté une hématurie, une protéinurie, une surdité. Et vous voyez que dans la famille, il y a une histoire d'insuffisance rénale, d'hématurie et pas de transmission homme à homme. Lorsqu'on a fait son séquençage d'ARN, on a vu qu'il avait un variant qui semblait plutôt sévère car il n'avait aucun transcrit normal. Vous voyez qu'il n'y a aucun passage de l'exon 4 à l'exon 5. Tous les transcrits sont mutés avec une séquence qui est retenue entre l'exon 4 et l'exon 5. On a créé différents oligonucléotides pour ce patient qui ciblaient à la fois son variant, qui était une substitution de la thymine à de la guanine, mais aussi les sites d'épissage. Et une fois qu'on a transfecté ces oligonucléotides dans les fibroblastes et qu'on a fait notre séquençage d'ARN après traitement, on a pu voir que ça semblait être efficace. On avait 75% de restauration de transcrits normaux. Donc, vous pouvez voir qu'après le traitement, la majorité de ces transcrits sont normaux, alors qu'avant, il n'en avait pas. Et si vous regardez ici la quantité un peu d'ARN qui représentait la séquence retenue, le pseudo-exon, on voit une nette diminution après le traitement. La prochaine question à se poser, c'est qu'une fois qu'on restaure un épissage normal, est-ce qu'après ça, ça va restaurer un phénotype normal? Donc, je vous parle brièvement des perspectives futures et sur quoi on travaille en ce moment. Donc, on aimerait étudier la protéine de la chaîne alpha-5 du collagène de type 4 dans un modèle de syndrome d'Alport. Donc, d'une part, on a les organoïdes rénaux. C'est quoi les organoïdes rénaux? En fait, c'est finalement un mini-organe, c'est un mini-rein qu'on est capable de créer à partir de cellules souches pluripotentes induites. Donc, les cellules souches pluripotentes induites, c'est des cellules souches pluripotentes qu'on est capable de créer à partir de simples cellules souches d'une personne saine, donc à partir d'une simple prise de sang. Et après ça, une fois qu'on a ces cellules pluripotentes, on peut induire la mutation qu'on veut étudier et on expose ces cellules-là à différents facteurs, dont certains facteurs de croissance qui vont mimer les différents stades du développement rénal pour finalement retrouver un mini-organe qui représente le rein. Et vous pouvez voir sur la petite image en rose, on a ce qui représente un amas de podocytes qui ressemble donc à un glomérule. Et on peut avoir les tubules.
Donc, je vous montre ici des organoïdes rénaux qu'on a créés au laboratoire. Donc, en haut, vous voyez, c'est un patient contrôle. Donc, il y a une expression du gène COL4A5 sans variant. Et vous pouvez voir ici qu'on voit clairement cet amas de podocytes en rose qui ressemble à un glomérule. Et au pourtour, on a un marquage en vert qui est le marquage de la chaîne alpha-5 du collagène de type 4 qui est très clair. Donc, qui nous montre qu'il y a une expression du collagène de type 4 qui ressemble même en fait à une capsule de Bowman. Et lorsqu'on a créé un organoïde avec le variant du patient dont je vous ai parlé, donc qui n'avait pas de transcrits normaux, on voit une nette différence. Donc, on voit qu'on n'a plus ce marquage en vert au pourtour des podocytes. Donc, effectivement, ce patient ne semble pas avoir de sécrétion de la chaîne alpha-5 du collagène de type 4. Le vert que vous voyez ici, c'est juste un bruit de fond, mais où on voit quand même une nette différence. Et je vous le montre ici aussi. Vous pouvez voir qu'entre le contrôle et le patient, on n'a pas du tout les mêmes images. Et donc, la prochaine étape, ça va être de traiter ces organoïdes-là avec de l'oligothérapie et voir si après le traitement, on est capable d'avoir à nouveau une sécrétion de collagène de type 4 chez le patient. Finalement, c'est sûr qu'éventuellement, si on veut vraiment étudier le phénotype, on aimerait avoir un modèle de souris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les exons, ils sont très bien conservés de la souris à l'homme, mais ce n'est pas le cas pour les introns. Donc, il faut qu'on crée un modèle murin humanisé. Donc, il faut intégrer finalement un intron chez la souris avec différentes méthodes comme le CRISPR-Cas9. Et idéalement, donc, on aimerait avoir un modèle qui va nous représenter les variants introniques dans le syndrome d'Alport chez la souris et traiter la souris avec de l'oligothérapie pour voir si ça restaure le phénotype in vivo. En conclusion, les variants introniques probons peuvent causer un syndrome d'Alport lié à l'X et ils ne sont pas détectés par un panel de gènes. Et donc, si on a un patient qui a vraiment une clinique suggestive ou d'autant plus une biopsie avec de l'immunofluorescence anormale, il faut essayer de retrouver la cause et voir si c'est un variant intronique. Lorsqu'on fait un séquençage d'ARN et une analyse génomique, ça nous permet de mieux diagnostiquer le syndrome d'Alport lié à l'X. Et c'est important, on pense, d'identifier ces variants parce que peut-être un jour, on pourra les cibler par des oligonucléotides. Ce qui est à venir dans notre laboratoire, ça va être, comme je l'ai mentionné, d'évaluer l'effet des oligonucléotides sur la sécrétion de la chaîne alpha-5 du collagène de type 4 dans les organoïdes rénaux et aussi de les tester un jour dans les modèles murins. Et on s'est surtout concentré pour le moment sur le syndrome d'Alport lié à l'X, donc l'atteinte du gène COL4A5, mais éventuellement, ces travaux-là pourront être élargis au gène COL4A3, COL4A4 et même à d'autres maladies monogéniques. Donc, le tout semble plutôt prometteur. Donc, j'aimerais remercier bien évidemment tout le laboratoire avec qui je travaille, la plateforme de bioinformatique qui a aussi participé à ce projet et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jessica. Merci, bravo Hassan. Je crois qu'il y a beaucoup de travail. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle ou dans le chat. Je vais peut-être commencer. Tu parlais de COL4A3, COL4A4. Du coup, il faut quand même avoir des ARN et donc un tissu qui exprime. Donc, vous avez un peu... Oui, là, ce qu'on est en train de aussi évaluer, c'est de savoir si on pourrait faire le séquençage d'ARN à partir des urines. Donc, on sait que les gènes qui sont bien exprimés au niveau des podocytes, on est capable de retrouver l'ARN au niveau urinaire. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Pour le moment, on a des résultats plutôt prometteurs. Donc, c'est une des choses qu'on aimerait voir parce que c'est sûr que ça serait difficile sinon. Et bon, il y a sinon les organoïdes, mais ça, c'est un peu plus complexe au niveau diagnostic. Des gens qui avaient fait les cheveux il y a très longtemps. Ça avait l'air de marcher pour les Anglais. Merci. Oui, pour les formes non liées à l'X, ça marche, hein, l'ARN sur les podocytes. Effectivement, il y a 2 groupes déjà qui l'ont fait, de séquencer l'ARN des COL4A3, COL4A4 sur les podocytes urinaires. Ah, super. Et pour les formes liées à l'X dont tu nous as présenté, je ne me rappelle plus, les 19 patients, tous avaient une biopsie de peau anormale. Il y avait seulement 2 patients qui n'avaient pas de biopsie de peau et c'est pour ces 2 patients-là, il y avait vraiment une histoire très, très claire de transmission liée à l'X dans la famille avec pas de transmission homme-homme et des phénotypes plus sévères chez les hommes et chez les femmes. Les autres, on avait tous des biopsies cutanées. Et est-ce que tu déconseillerais de faire cette technique si on a une biopsie de peau et qu'elle montre une expression normale de la chaîne alpha-5?
du collagène 4? C'est une bonne question. C'est sûr que nous, on avait seulement inclus des patients qui avaient soit un marquage qui était segmentaire ou absent complètement, donc qui nous suggérait vraiment. Après, c'est sûr que si on a une forme qui est plus légère, possiblement qu'on pourrait avoir un marquage qui n'est pas si anormal. Donc, je ne sais pas si d'emblée, je chercherais en premier lieu l'atteinte dans le gène COL4A5 si le marquage il était normal à l'immunofluorescence. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, mais c'est... Dans l'idée où l'histoire familiale est compatible avec une forme IALX, bien sûr. Non, Oui, je crois que c'est oui, difficile de répondre, oui. mais on peut imaginer qu'on ait une mutation dans un site d'épissage, un tronique profonde et une expression normale d'alpha-5 dans la. Ce d'autant que beaucoup de variations d'épissage vont fuir, entre guillemets, mais on a quand même des chances de trouver qui sont beaucoup moins bonnes. Plus faibles, oui. Et donc, après, c'est une question de ratio. Voilà. Merci, c'était vraiment très, très joli, très intéressante. Moi, j'ai deux questions techniques un peu naïves, je veux dire, par rapport aux perspectives que tu proposes, et qu'elles sont bien sûr fondamentales pour pouvoir avancer. Anne, c'est vraiment tout bête. Est-ce que les oligos passent librement dans les organoïdes? Il y a déjà des papiers qui nous ont montré ça c'est juste une curiosité. Ça peut être aussi, Hassan pourra plus répondre que moi, mais je ne sais pas pour les papiers, je présume que oui, mais on sait que ça passe dans les organoïdes, en fait, avec les morpholinos, qui sont plus stables que les oligonucléotides antisens. On sait que ça passe librement, oui, dans les organoïdes. Okay. Et l'autre question que j'ai, la variante de splicing que vous avez, c'est à quel niveau de l'intron? Parce que bon, j'imagine que comme vous savez, même avec CRISPR-AI, on ne peut pas insérer plus que 4 KB quand même. Je veux dire, d'habitude, les introns sont très, très longues. Est-ce que celle-ci est faisable par rapport aux mutations que vous avez trouvées? This might be a question more for you, Hassan. I don't know if you understood the question, but she was asking. Oui, peut-être. Did you get the question? Will that be not too difficult to humanize because of the sizes of the introns regarding what you can do with CRISPR? So the point is we are not going to insert the whole intronic sequence in mice. What is important is that the region of the interest, the pseudoexon, that's most of the time it's between 50, 40 to 200 base, plus upstream and downstream sequence, which we restricted to 100 base each side, because most of the time, the AD nucleotide upstream and downstream of the pseudoexon is important. The rest, again, is deep intronic and cannot control the splicing of the pseudoexon. So what we did was we inserted around 600-700 base of the human intron sequence in intron 4 of the COL4A5 gene in mice. So we will see with characterization if we can see the same phenotype. Or, yeah. Sandra me dit qu'il faut que nous traduisions. Il dit que les régions d'intérêt vont être plus limitées que l'ensemble de l'intron et qu'il a bon espoir que ça fonctionne. J'ai bien résumé? Oui, sommairement. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions dans le chat. OK. Mais merci beaucoup, Jessica. Et bravo encore.